Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 14 octobre en Guinée. 2 jours à peine après le premier tour de l'élection présidentielle, des heurts ont éclaté hier dans la capitale Conakry. À la mi-journée, des groupes de quelques dizaines de jeunes ont échangé des jets de pierre près du domicile de Cellou Dalein Diallo, principal opposant guinéen. Ils ont ensuite été dispersés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Par la suite, d'autres jeunes partisans de M. Diallo ont dressé des barricades sur l'axe principal de la banlieue de Conakry et ils se sont affrontés aux policiers. Et au cours de ces heurts qui ont eu lieu hier, les forces de police ont dû procéder à des opérations de maintien de l'ordre. Écoutez leurs explications. Depuis le matin, ce que vous voyez là, on a tout subi. De là, je voudrais que vous partiez à la clinique maintenant qui se trouve au rond-point de Bambeto. Vous trouverez des agents blessés. Il y a un cas très grave que je viens d'évacuer sur la clinique Ambroise parce que la clinique a tout fait. La clinique à Bambeto a tout fait pour arrêter l'hémorragie impossible. Mon frère, tout le monde voit tous les jours la Centrafrique. La guerre, on connaît comment ça commence, mais personne ne connaît comment ça va se terminer. Et ces gars-là qui sont en train de nous pousser dans la rue, qui a son enfant ici? Qui n'a pas d'appartement en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu à côté ici? Qui n'en a pas? C'est nous qui n'en avons pas. Moi, on me chasse ici, là, j'irai dans mon village. Je n'ai pas où partir, mais eux là, les Français, certains même ont la double nationalité. Il y a une loi qui est votée pour le maintien d'ordre. Même l'utilisation des forces, des moyens lacrymogènes qui sont des armes conventionnelles en maintien d'ordre, on nous demande de limiter. De limiter. À plus forte raison, on ne prend pas de pain à maca ni pistolet. Et ces violences entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre ont eu lieu au lendemain de la demande par 7 adversaires politiques du président sortant Alpha Condé d'annuler le premier tour du scrutin de dimanche. Il dénonce une mascarade d'élection. Alors même si elle a fortement critiqué les problèmes techniques dus au manque de préparation de la Commission électorale nationale indépendante, la mission d'observation de l'Union européenne ne voit rien qui entache la validité de ce scrutin. Elle félicite même la forte participation, estimée à plus de 60%, et le calme observé pendant ce vote, qualifié d'exemplaire. Même son de cloche également du côté du parti au pouvoir du président Alpha Condé, pour qui les couacs techniques mis en avant par l'opposition n'entachent en rien la validité du scrutin de dimanche. Malgré tout, suite aux heurts de Conakry, les observateurs européens ont invité hier les candidats de tous bords à régler leurs différends en justice plutôt que dans la rue. Les premiers résultats du premier tour de la présidentielle se faisaient encore attendre hier. En effet, la Commission électorale nationale indépendante dispose légalement de 72 heures après réception du dernier procès-verbal des quelques 14 000 bureaux de vote afin d'annoncer les données provisoires. Du côté du parti au pouvoir, persuadé que le président sortant remportera l'élection dès ce premier round, tout s'est déroulé de la meilleure manière qui soit dans les urnes dimanche. L'importante mobilisation des citoyens illustre la maturité du peuple guinéen et son attachement aux principes et valeurs démocratiques. Il prouve aussi la détermination du peuple guinéen à préserver l'unité nationale et son engagement patriotique à construire un État digne de ce nom. La bonne tenue de cette élection traduit également la volonté des Guinéens et Guinéennes à poursuivre la mise en place d'institutions démocratiques stables, indispensables au développement et à la stabilité du pays. Les dysfonctionnements à caractère technique qui ont émaillé partiellement le processus électoral n'entachent en rien la validité du scrutin qu'exprime pleinement la volonté du peuple. Justice dans l'océan Indien. Le 12 avril 2012, l'île de Madagascar était sous le choc de l'assassinat de Johanna Delahaye et de son conjoint Gérald Fontaine, un couple de restaurateurs français dont les corps avaient été retrouvés atrocement mutilés. Hier et après 10 mois d'interruption du procès, la cour criminelle ordinaire de Tuléar a condamné aux travaux forcés à perpétuité les 2 assassins malgaches, Victorien Lahiriniko et Régis Alain, ainsi qu'au versement de 114 millions d'ariari de dommages et intérêts à chacune des familles des victimes, soit environ 32 000 euros. 8 autres accusés ont eux été acquittés au bénéfice du doute.
Acquitté également le commanditaire présumé, l'homme d'affaires et politicien local Roméo Ratsimbazafi, qui estime tout de même être détruit. Mais pour l'avocat et les proches des familles et des victimes, eh bien, beaucoup de questions restent en suspens. Écoutez. Les corps, je les ai trouvés au bord de la mer, ici. Je les ai trouvés au bord de la mer, à 17 mètres, parce que c'était la marée basse à cette époque. À 17 mètres, c'est la mer qui l'a ramené ici, en haut. J'ai trouvé juste là, allongé comme ça. Je n'ai pas de raison d'être heureux. Je suis content d'être acquitté ou du bénéfice du doute. Pour moi, je suis acquitté purement et simplement. Ce n'est pas une joie pour moi, car quelqu'un a voulu me nuire. C'est pour M. Fontaine, c'est à la fois une satisfaction parce que les auteurs de ce crime dorment en prison et pour toujours, mais ne pas pouvoir répondre à cette question de savoir pourquoi vous avez tué ma fille et pour la famille Fontaine, pourquoi vous avez tué mon fils, ça doit être quelque chose de très dur à vivre. Ils vont devoir vivre avec ça parce qu'au moins on a identifié les auteurs, mais on ne connaît pas le mobile, ni la raison. Et ça restera toujours un mystère et Madagascar n'a pas livré ce mystère et l'audience intitulée aujourd'hui n'a pas permis d'y répondre. Au nord du continent, les artefacts de l'enfant pharaon Toutankhamon sont exposés au musée du Caire et font peau neuve. Depuis samedi, l'Égypte a entamé les travaux de restauration de son masque funéraire. La célèbre pièce avait été endommagée par une récente réparation qui avait laissé des traces de colle sur la barbe de ce joyau de l'Égypte antique vieux de 3000 ans. Mais depuis dimanche, ce sont les souliers du jeune pharaon qui attirent les visiteurs. Le musée du Caire consacre en effet une exposition spécialement dédiée aux chaussures et aux sandales de l'Égypte antique. Ouverte jusqu'à la fin de l'année, cette exposition permet notamment d'admirer la fabuleuse collection de sandales dorées de Toutankhamon, qui, je vous le rappelle, a régné sur l'Égypte de 1334 à 1325 avant Jésus-Christ. Écoutez ces explications du ministre égyptien des Antiquités, suivi d'un archéologue fasciné par les objets présentés dans cette expo. Nous avons une collection de chaussures venant de la tombe de Toutankhamon. Ça montre que ce n'était pas seulement un artisanat de la chaussure, mais que les Égyptiens antiques exprimaient d'autres idées à travers les chaussures, comme l'idée des funérailles religieuses, quand on réalisait une chaussure en or pour que le roi vive avec dans l'au-delà. Quand j'ai commencé la recherche, j'ai découvert que les sandales ne servent pas seulement à protéger votre pied. Il y a beaucoup de symbolique derrière les chaussures comme aujourd'hui. C'est quelque chose qui montre qu'un peuple, les Égyptiens de l'Antiquité, étaient proches de nous. Ils portaient des sandales, nous avons des sandales. Ils avaient des chaussures, nous avons des chaussures. Ils avaient les mêmes émotions à propos de leurs chaussures que nous. Donc les choses sont beaucoup plus proches que quand vous parlez d'un temple ou d'or. Qui porte de l'or aujourd'hui? Personne. Cela rapproche l'Égypte antique de nous aujourd'hui. À l'international, le drapeau palestinien flotte désormais devant l'ONU à Genève. Hissé hier devant le siège européen des Nations Unies en présence du ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Maliki, ce symbole est marquant, surtout au moment où l'ONU a critiqué le même jour l'usage apparemment excessif de la force par les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie et a également demandé au gouvernement israélien de se pencher sur cette question. Les violences entre Israéliens et Palestiniens ont en effet franchi un nouveau cap mardi avec la mort de 3 Israéliens dans 2 attentats à Jérusalem pour la première fois depuis le début de l'escalade. Et lors de la montée du drapeau palestinien au siège des Nations Unies hier, Riyad Al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien, s'est exprimé sur la situation actuelle en Cisjordanie. Il a notamment accusé Benyamin Netanyahou de vouloir provoquer une nouvelle intifada. Le lever de drapeau palestinien aujourd'hui devrait rappeler au monde l'occupation et son injustice. Ça devrait aussi servir à rappeler que le système international a ainsi échoué jusqu'à présent à pleinement remplir son obligation d'assurer la paix et la sécurité au peuple palestinien. Si on permet à Israël, à force d'occupation, de persister dans ses attaques et mesures illégales contre le peuple palestinien, leurs terres et lieux sacrés en toute impunité, la situation va certainement se dégrader avec des conséquences extrêmement négatives. Terminons ce flash information au Royaume-Uni. Après l'annonce ces derniers jours des prix Nobel depuis la Suède, hier à Londres, c'est le nom du lauréat du prix littéraire du Man Booker Prize qui a été révélé.
L'auteur jamaïcain Marlon James a été récompensé pour son ouvrage A Brief History of Seven Killings, un roman inspiré de faits réels et qui décrit comment Bob Marley et son équipe se sont fait attaquer juste avant un concert en 1976. Le Man Booker Prize est décerné au meilleur roman original en langue anglaise et c'est l'un des prix littéraires les plus prestigieux au monde. Il garantit aux gagnants une explosion de ses ventes et un lectorat mondial. La dotation est de 50 000 livres, soit environ 67 000 €. Depuis l'année dernière, le Man Booker Prize est ouvert également aux auteurs issus de l'ensemble du monde anglophone, alors qu'il n'était jusqu'en 2013 réservé qu'aux romanciers britanniques, irlandais et aux ressortissants du Commonwealth. Le livre de Marlon James, très riche et complexe, comprend pas moins de 75 personnages et il se déroule à Kingston, sa ville natale. Ce roman sur une page de la vie de l'icône reggae Bob Marley pourrait faire l'objet d'une adaptation au cinéma. Écoutez. Je serais déjà content s'il plaît à 2 personnes. Alors, ça fait vraiment du bien. Quand vous êtes dans une pièce silencieuse en train d'écrire des livres, vous aimez penser que le monde n'existe pas. Mais c'est le contraire. Il n'est jamais aussi présent. Mon livre précédent suivait le schéma classique du roman. Il suivait une courbe, une apogée, un dénouement, une catastrophe, etc. Et pour ce livre, plutôt que de penser en termes d'intrigue, j'ai pensé en termes de personnages, ce qu'ils font de leur vie, comment elle évolue. Concernant une possible adaptation au cinéma, on a déjà un script, on a un réalisateur qui est intéressé et tout le monde est très excité. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 14 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.